je voudrais savoir, M. Lévesque, toutes les décisions qui sont prises, moi, je trouve, dans le Québec en ce moment, ça a toujours un certain rapport avec la séparation du Québec. Puis je pense que quand vous avez pris le pouvoir puis que les gens ont voté pour vous, pour le Parti québécois, c'était pas du tout en vue de la séparation du Québec. Bien, Mademoiselle Saint-Cyr, si vous permettez, pour commencer, le mot séparation, vous l'employez 2 fois dans votre question. Et je dois vous dire que ça ne dit pas toute la vérité. Ça dit juste, si vous voulez, le morceau négatif de la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça que tous ceux qui s'opposent à notre option, tous ceux qui sont contre, là, ben, ils ont juste ce mot-là dans la bouche. Séparation, séparatisme, etc. Tandis que notre option, ben, en réalité, elle a un nom. Elle s'appelle souveraineté, association. On reviendra là-dessus, si vous voulez. Mais pour répondre à votre question, maintenant, premièrement, c'est vrai que le Parti québécois n'a pas eu de mandat pour changer, à lui tout seul, là, sans plus de consultation, le régime politique. C'est vrai. C'est tout aussi vrai aussi, puis c'est bien clair, qu'on a eu le mandat d'organiser un référendum, c'est-à-dire une manière démocratique de consulter les gens sur cette question-là, là, qui est la question de l'avenir du Québec. Et je pense que je ne vous surprendrai pas non plus si je vous dis que nous, et tous ceux qui sont du même avis que nous, ben, on va travailler très fort, on va travailler d'arrache-pied pour le gagner, le référendum. Bon, jusque-là, je pense que c'est normal. Maintenant, quand vous dites toutes les décisions qu'on aurait prises à Québec depuis les élections, ça a toujours eu un certain rapport avec ça, comme si on s'occupait rien que de ça, là. Je pense que là, vous êtes un peu victime d'une des drogues les plus dangereuses de notre époque, qui s'appelle la propagande. Vous savez, il y a beaucoup d'adversaires, à Ottawa, à Québec, à Montréal, un peu partout, des adversaires qui ont le droit d'être des adversaires, qui ont beaucoup d'argent et qui, sans arrêt, sur toutes les tribunes, dans tous les coins, là, ils parlent pour semer de la confusion, pour faire peur au monde, pour augmenter l'inquiétude. C'est eux autres qui parlent sans cesse de ça. Parce que, si vous regardez la réalité, là, nous, prenons simplement le côté législatif. Depuis 15 mois qu'on est le gouvernement dans le Québec, il y a eu quelque chose comme 85 ou 90 lois, là, au point de vue législatif, qui ont été passées par le Parlement. Alors, sur ces 85-90, il y en a un énorme paquet qui sont des petites lois techniques, importantes, mais purement techniques, dont personne ne discute. Il y en a que c'est des amendements, si vous voulez, mineurs ou plus importants, dont on ne discute pas beaucoup non plus, mais il y a aussi des lois majeures. Alors, si vous voulez voir un peu à quoi on s'est occupé, bien, il y a eu une loi sur au-delà de 85, une seule, un projet qui va, on l'espère, être passé cette année, pour permettre de faire un référendum. Vous admettrez que ça, c'est normal aussi, qu'on en fasse au moins une, pour permettre de remplir un engagement qu'on a pris, que tout le monde a admis, que les Québécois doivent être consultés, mais qu'il faut des règles dans cette consultation-là. Alors, une concernant la question là, qui vous préoccupe. Et maintenant, parmi les lois importantes, il y a eu la loi 2 sur le financement des partis politiques. C'est-à-dire pour éliminer les caisses électorales là, qui étaient toujours cachées en coulisses puis qui permettaient aux partis, des fois, d'avoir la tentation de se vendre à n'importe quel intérêt. Ça, c'est une loi importante qui a été passée cette année. Il y en a une autre qui a été préparée, présentée, qui va revenir, c'est celle sur les droits des personnes handicapées. Il y en a une autre qui s'appelle la loi 24, qui est une nouvelle loi de protection de la jeunesse, dont on avait besoin depuis un grand bout de temps. Il y en a une autre, la loi 34, qui était un engagement qu'on avait pris pendant la campagne électorale pour assurer la gratuité des médicaments pour les personnes âgées. Il y en a une autre qui s'appelle la loi 44, qui est pour donner une chance au point de vue fiscal, là, du côté des impôts, aux petites et moyennes entreprises du Québec. Et je pourrais continuer en mentionnant, par exemple, je vais me contenter de ces quelques exemples, la loi de l'assurance automobile, qui, évidemment, a été très critiquée. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure au cours de l'émission. Mais la loi de l'assurance automobile, qui, comme toutes les autres, n'avait rien à voir avec la question là, qui, à votre avis, enfin c'est l'impression que vous avez, a préoccupé tout le monde pendant 15 mois. Vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, là, c'est des sujets importants et dont on s'est occupé depuis 15 mois. Bon, ça c'est la première conclusion là, de ma réponse. Puis la deuxième conclusion, c'est très simple. C'est que, avant longtemps, là, on va quand même y arriver au référendum. Et à ce moment-là, tout le monde sera consulté et tout le monde aura le droit de donner son avis, de voter là-dedans. Et ça, je vous en passe un papier, puis on va le voir là, dans un instant là, par une autre question. Ça, c'est une autre façon de traiter les Québécois, par la consultation puis le respect de leurs droits, que la manière dont on nous a embarqués dans le régime fédéral au temps jadis. Je me pose une question au sujet du référendum. Étant donné
qu'en 1865, l'acte d'Amérique du Nord britannique ou les résolutions de Québec ont été adoptées par un Parlement qui n'avait pas le mandat de le faire, que ça a été fait dans des conditions de manipulation politique qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, qu'on a même refusé de consulter le peuple par plusieurs votes, que les adversaires du projet n'ont pas eu la possibilité d'amender les résolutions, mais seulement de voter pour ou contre, suite à une manœuvre parlementaire assez, qu'on pourrait qualifier de malhonnête. Est-ce que le référendum, c'est-à-dire une consultation sur le sujet, n'est pas déjà une concession beaucoup trop grande aux adversaires de la souveraineté? Bien, M. Corbeil, vous vous attendez pas, j'espère, à ce qu'on refasse ensemble, là. Je pense qu'on perdrait les téléspectateurs assez rapidement. Qu'on refasse ensemble toute la petite histoire, pas mal enchevêtrée, là, des années 1860. Pour l'essentiel, en tout cas, vous avez raison. Ça, je pense qu'on peut se mettre d'accord. C'est vrai que les Québécois n'ont jamais été consultés avant d'être embarqués au siècle dernier dans le régime fédéral. Ils n'ont pas été consultés, évidemment, par référendum. C'était pas tout à fait la mode dans les colonies à ce moment-là. Puis ils n'ont pas été consultés non plus par des élections qui auraient porté sur le sujet. Alors qu'en fait, il y en a eu, entre autres à Terre-Neuve, dans ce temps-là, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, mais dans le Québec, on préférait nous embarquer directement, là, sans trop de consultation. En fait, sans aucune consultation. Donc, par décision purement parlementaire et passablement impériale, on nous a mis dans un régime où depuis ce temps-là, c'est assez important de le noter, où depuis ce temps-là, la présence et le poids relatif du Québec n'ont pas cessé de diminuer, de baisser progressivement. Si on compare rapidement 1867 avec 1978, à 3 points de vue rapides, mais qui sont importants pour examiner ce que c'est que la présence réelle, ben, par exemple, en 1867, quand ça a commencé, il y avait 4 provinces, donc 1 sur 4, c'était le Québec. Au point de vue des gouvernements provinciaux, c'était 25% notre présence. Aujourd'hui, il y en a 10, je pense que tout le monde le sait, alors on est réduit par rapport à ces États semi-souverains, dans les domaines qui sont de leur compétence, à 10%, un dixième. Au point de vue de la population, en 1867, le Québec comptait pour quelque chose comme entre 35 et 38% de la population du Canada. Aujourd'hui, il a baissé à plus ou moins, plutôt moins que plus, 27%. Et puis, au point de vue des députés, c'est-à-dire des gens qui nous représentent, mettons Parlement, si vous voulez, au point de vue parlementaire, ben, ça s'enchaîne, c'est qu'en 1867, le Québec était représenté dans les 4 provinces de la première confédération par 65 députés sur 181, c'est-à-dire 36% du Parlement fédéral. Aujourd'hui, c'est-à-dire dans quelques semaines ou quelques mois, il va y avoir des élections fédérales avec une carte qui de nouveau a été renouvelée et le Québec sera représenté cette fois-là par 75 députés sur 282, c'est-à-dire 26%. Bon. Donc, comme vous voyez, dans ce régime-là, on ne peut pas dire qu'on a tous les moyens qu'il faut et qu'ils augmentent, en tout cas, pour nous occuper nous-mêmes de nos affaires. De plus en plus, nos affaires sont entre les mains très souvent des autres et on a de moins en moins de poids pour nous en occuper. Ce qui veut dire qu'il y a un gros pensez-y bien là, qui nous attend au moment du référendum. Il faudrait y penser à tout ça parce qu'il s'agit quand même de l'avenir d'un peuple. Et après y avoir pensé, ben, c'est à tout le monde qui appartiendra, à tous et chacun qui appartiendra de participer à la décision. Et cette fois-là, ben, elle ne sera pas prise, la décision, ni à Charlottetown, comme dans les années 1860, ni à Londres, au Parlement impérial, comme dans ce temps-là, ni à Ottawa, ni même au Parlement de Québec. Elle sera prise par tous les citoyens qui auront le droit de participer à cette décision là, d'une société qui, aujourd'hui, est quand même une société démocratique adulte. Je voudrais savoir quel amendement vous allez proposer pour la Constitution lorsque sera le temps de la changer. Ou si vous proposez totalement de la changer complètement, c'est-à-dire. Voilà. Bien, monsieur, si vous voulez, on va prendre celle-là tranquillement. Là. Et je pourrais commencer, vous l'admettrez, par renvoyer la question que vous venez de me poser aux fédéralistes, c'est-à-dire aux partisans du régime actuel qui s'agitent sur toutes les tribunes, dans tous les coins, entre autres les libéraux à Ottawa, les libéraux à Québec. Tous ceux qui, pas depuis 1976, les dernières élections, mais depuis des années et des années,
tous ceux qui prétendent des fois amender la Constitution, puis d'autres fois pas y toucher. Des fois la rafistoler, puis des fois en faire une nouvelle. Et alors, légitimement, est-ce qu'on ne peut pas leur poser à eux autres la question, qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Et de toute façon, est-ce qu'ils sont d'accord sur quelque chose? Excepté un accord purement négatif, alors celui-là, il existe, par exemple. Ils sont d'accord contre la souveraineté du Québec. Ils sont même d'accord contre l'évolution normale vers la maturité du Québec. Ils sont contre toute idée d'émancipation. Et pourtant, c'est une idée force, comme on dit, qui depuis une quarantaine d'années parcourt le monde entier, chez tous les peuples, mais chez nous, non. On en parle uniquement pour évoquer la ruine, la désolation, etc. Mais du côté positif, là, pour l'avenir, est-ce qu'ils ont, du côté fédéraliste, quelque chose à proposer? À part des formules creuses, là, dans lesquelles il n'y a jamais eu aucun contenu concret là, qu'on peut toucher. Le fédéralisme renouvelé, le néo-fédéralisme, le statut particulier, l'égalité, mais sans la souveraineté, des amendements mineurs, des amendements majeurs. Il y a M. Pépin et M. Robarts et leur commission qui ont parlé de chercher une troisième voie. Et puis aussitôt, M. Trudeau, qui avait créé la commission Pépin-Robarts, les a envoyés promener sans plus de précaution. Alors, quelles sont les propositions des fédéralistes pour le moment? Aucune. Il n'y en a pas. Et quand ça viendra, à supposer que ça vienne, on en parle dans les rumeurs encore ces derniers jours, à supposer que ça vienne, ce sera quoi? Ben, je vous passe un papier que ce ne sera pas grand-chose. Le grand maximum dont on a parlé en haut lieu, à Ottawa, c'est une espèce de chirurgie plastique qu'on ferait sur le Sénat, sur la Cour suprême, c'est-à-dire quelque chose qui pourra en rien changer ou corriger la réalité toute débalancée du pouvoir entre deux peuples. Et deux peuples, pourtant, ben, ça, l'un et l'autre, le droit égal et absolu de contrôler leur destin et leur avenir. Quelle que soit la chirurgie cosmétique qu'on ferait sur la vieille constitution de l'Amérique britannique du Nord, pensez-vous sérieusement que ça diminuerait la double bureaucratie qu'on s'impose dans le pays avec des chicanes perpétuelles, stériles, ruineuses, que ça suscite entre deux gouvernements qui se marchent sur les pieds de plus en plus en matière de logement, en matière d'agriculture, et même à propos des loups marins, là, dont s'occupe tellement Mme Brigitte Bardot, et ce qui vient d'arriver là, dans le domaine des pêcheries maritimes. Pensez-vous sérieusement que ça changerait ça? Non. La chirurgie plastique qu'on nous apportera peut-être sur la Constitution, est-ce que vous pensez que ça ferait disparaître les chinoiseries de nos deux rapports d'impôts avec des disparités, puis fréquemment de la confusion? Ça nous permettrait de garder avec un seul rapport nos impôts chez nous, parce que c'est pour s'occuper de nos affaires chez nous qu'on les paye? Non. Est-ce que vous pensez que ça donnerait au Québec le droit, pas seulement de faire des recommandations puis des demi-choix, mais d'avoir ce qui est nécessaire et vital même pour la sécurité d'un peuple, c'est-à-dire sa propre politique d'immigration? Non. Est-ce que vous pensez sérieusement que ça nous rendrait le droit de décider nous-mêmes de l'organisation de choses qui touchent tous les jours là, et qui peuvent affecter tous les jours l'identité collective de tout un peuple, de toute une société, comme la radio, la télévision, la câblo-distribution? Non. Est-ce que vous pensez que ça nous permettrait d'employer l'argent que nous payons pour de vraies priorités économiques, comme pour le maintien ou la création d'emplois durables, et non pas de simples programmes cataplasmes là, qui passent une saison puis qui tombent avec la chute des feuilles, comme cette année, il y en a pour 500 millions, et qu'on invente à Ottawa pour camoufler qu'en réalité, le vrai développement se passe à l'ouest de l'Outaouais, et puis la vraie dépendance, on l'organise à l'est de l'Outaouais? Non. Est-ce que vous pensez que ça nous permettrait de récupérer l'argent, là, des centaines de millions encore, que ça a pu coûter au Québec, la belle orgie pan-canadienne et internationale des Olympiques? Et aussi, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, si vous permettez, et aussi tous ces services policiers, très coûteux, qu'on doit payer nous-mêmes, avec l'Ontario aussi d'ailleurs, mais toutes les autres provinces, c'est le fédéral qui paye. Mais chez nous, on doit les payer depuis toujours. De la manière dont ça tourne à la RCMP, on pourrait dire Dieu soit loué qu'on s'en occupe nous-mêmes. Mais quand même, c'est très coûteux. Est-ce que ça changerait ça? Non. Est-ce que ça permettrait de récupérer chez nous le milliard et un peu plus? 1 milliard, un stade olympique par année.
qui est notre part de ce qu'on appelle la défense nationale. Est-ce que ça nous permettrait de rentrer ça chez nous, puis de réduire une partie du gaspillage, puis ce qui doit encore être dépensé, au moins d'avoir les résultats économiques, parce qu'il y en a là-dedans, et ils s'en vont la plupart du temps ailleurs que chez nous? Non. Est-ce que ça nous donnerait le droit de réglementer et de canaliser chez nous, comme font tous les peuples qui s'appartiennent un peu convenablement, de canaliser chez nous, puis de l'employer chez nous aussi, les milliards que représente l'argent des assurances, l'argent des comptes en banque, plutôt que de laisser des Sun Life se bâtir et grandir chez nous, et puis ensuite déménager quand l'évolution du Québec ne fait pas leur affaire et en donnant par-dessus le marché des raisons contradictoires et souvent insultantes? Non. Alors, pour revenir à votre question, nous, qu'est-ce que nous proposons comme changement constitutionnel? C'est très clair et fondamentalement simple aussi. On propose la souveraineté du Québec, c'est-à-dire qu'on garde chez nous notre argent puis tous ces pouvoirs dont je viens d'en mentionner quelques-uns, là, pour développer notre société nous-mêmes et notre territoire, comme des propriétaires qui sont chez eux et non pas, comme trop souvent, des locataires qui sont en tutelle. Et deuxièmement, ce qu'on propose, c'est ce qui s'appelle l'association, c'est-à-dire avec le reste du Canada, et d'abord avec l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve, qui sont toujours nos voisins immédiats, des arrangements au point de vue fiscal, au point de vue douanier, au point de vue monétaire, pour la protection des marchés, etc., comme je ne sais pas combien d'autres peuples en ont fait dans le monde, et qui sont considérés comme normaux, légitimes, à condition qu'ils soient des arrangements entre des égaux qui se respectent. Ça, c'est le changement constitutionnel, c'en est un que nous proposons. Que nos adversaires essayent donc de proposer quelque chose de plus avantageux pour le Québec, et même pour tout le Canada. Et peut-être ils pourraient commencer par s'entendre entre eux pour proposer n'importe quoi, mais proposer quelque chose. Monsieur Lévesque, au cours de la conférence provinciale fédérale, Monsieur Ouellette, il voulait vous donner plusieurs millions. Comment ça se fait que vous sembliez les refuser? Je voulais demander à M. René Lévesque, le premier ministre du Québec, pourquoi il a quitté la salle de conférence des premiers ministres du Canada avant le temps et pourquoi il ne veut pas faire partie, il ne veut pas que son nom soit inscrit sur le communiqué. D'abord, pour M. Lemay, la première question. À propos du ministre fédéral, M. Ouellette, je dois dire, si vous permettez, que j'aime pas beaucoup votre verbe le donner, qui aurait été prêt, à votre avis, à donner des millions au Québec. Les gouvernements, ils prennent l'argent dans nos poches à tout le monde, et ça leur appartient pas. C'est pas de la générosité ou des cadeaux. On donne pas cet argent-là. On est censé l'administrer là où il doit aller, comme des fiduciaires. Bon. Mais cela étant dit, on ne fera pas de chicane là-dessus. Il y a une chose que tout le monde a pu constater, ceux qui étaient aux écoutes, parce que ça a passé en public à la télévision, toute cette histoire de conférence fédérale provinciale, c'est que M. Ouellette, il n'est pas venu comme ministre, en réalité. Il est venu, parce qu'il a aussi ce titre-là, comme organisateur en chef du Parti libéral fédéral. Et il a fait un discours d'organisateur partisan. C'était un discours plutôt sans queue ni tête, où il tâchait d'accuser le Québec de tous les péchés d'Israël, mais en même temps, il passait à côté de toutes les questions économiques et administratives que nous avions soulevées à propos du logement. Et pour revenir aux millions, là, très précisément, il s'agissait, et il s'agit encore, de 64 millions. Quelque chose comme 20-25 000 logements, là. Il y a du logement là-dedans. 64 millions, auxquels le Québec avait droit en 1977. Et qu'on était censé avoir perdu 64 millions à cause d'incroyables retards et d'incroyables méli-mélos bureaucratiques. Et très principalement des retards et des méli-mélos qui étaient la faute de ce qu'on appelle la Société centrale d'hypothèques et de logement, qui est fédérale, et quand il se conduit comme un ministre plutôt que comme un organisateur politique, une Société centrale d'hypothèques et de logement qui est la responsabilité de M. Ouellette, justement. Or, là-dessus, on a publié un calendrier des retards. Ça a été dans les journaux. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais si ça vous intéresse, on pourrait vous le faire parvenir. Et vous allez voir que c'est assez précis, tellement précis, et il faut croire qu'on a raison là-dessus, parce que on me rapporte, moi je n'ai pas vu encore de papier écrit, mais on me rapporte que quelques jours plus tard, après la fin de la conférence, M. Ouellette, le même M. Ouellette, serait allé à la télévision pour dire qu'il remettrait au Québec les 64 millions qui nous sont dus dans le domaine du logement. Mais ça, c'est arrivé quelques jours plus tard. Tandis qu'à la conférence d'Ottawa, le petit discours partisan de M. Ouellette, lui,
et là, c'est plutôt pour répondre à M. Bégin, là, la deuxième question. Ce discours est arrivé à la 3e journée, à la fin de la matinée, c'est-à-dire 2-3 heures avant que toute la conférence soit terminée. Et à ce moment-là, dans ces conférences-là, tout ce qu'on pense, c'est à la préparation du communiqué final. Or, le communiqué, il était parti pour être très vague, il l'a été, et pour répondre absolument nulle part aux 6 ou 7 points précis que nous, on avait soulevés là, à propos de questions qui intéressent le Québec. Donc, on a décidé de ne pas participer à une espèce d'opération de poudre aux yeux parce que, franchement, il n'y avait rien là. Puis on est parti, comme c'est normal. Seulement, quand il y a quelque chose qui est vraiment là, quand il y a des résultats, non seulement on a le goût de rester, mais on participe jusqu'à la dernière minute parce qu'à ce moment-là, c'est sérieux. Par exemple, quelques jours plus tard, après la conférence d'Ottawa, il y en a eu une autre à Montréal où il y avait les premiers ministres de toutes les 10 provinces. On a discuté pendant une journée entière. Il y avait des résultats, peut-être pas énormes, mais sérieux, qui s'amorçaient. Et alors là, on est resté jusqu'à la dernière minute et on a participé au travail parce que ça valait la peine. C'était pas du camouflage, puis c'était pas une opération pour préparer des élections fédérales. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, sur le plan d'assurance maladie, d'assurance automobile, une personne qui va à l'extérieur, elle-même est assurée si elle sort à l'extérieur de la province, mais si elle blesse quelqu'un d'autre, ces autres gens-là ne sont pas assurés automatiquement. Tu es obligé de te prendre une assurance à part quand tu vas en dehors de la province. Tu ne trouves pas être couvert par l'assurance automobile du Québec. Donc, je me demande pourquoi l'assurance a été établie ainsi. S'il n'y aurait pas moyen de faire un changement là-dessus. Écoutez, vous savez, il y a des numéros de téléphone. Il y en a un à Montréal, il y en a un à Québec, il y en a un pour tout le reste du Québec qui ne coûte pas de frais d'appel interurbain, où vous pouvez avoir des réponses. Alors, je vais aller très rapidement sur l'essentiel de votre question. Vous savez, jusqu'à récemment, jusqu'au nouveau régime, il y avait 20%, 1 sur 5 des voitures dans le Québec qui n'étaient même pas assurées du tout. Il n'y a pas besoin de vous dire les risques qu'on courait. Alors, ce qui arrive maintenant, si vous sortez à l'extérieur, c'est ceci. Et je pense que c'est sacrément mieux que ce qu'on avait avant. Si vous avez des dommages qui vous arrivent à vous, au point de vue corporel, alors évidemment, c'est-à-dire des dommages corporels, comme on avait promis au temps des élections, il y a un nouveau régime, et c'est la Régie d'assurance automobile du Québec qui vous couvre. Que vous soyez en Ontario, dans l'État de New York, peu importe. Bon. Et si vous avez des dommages matériels, on a laissé ça aux compagnies, puis on espère que tout le monde va travailler de bonne foi. Alors, votre compagnie assure vos dommages matériels. Si vous voulez les assurer, c'est votre voiture. Bon. Alors ça, c'est laissé aux compagnies. Maintenant, si vous causez des dommages à autrui, quand il s'agit d'autrui, que vous êtes à l'extérieur, vous êtes obligé maintenant d'avoir, et Dieu sait que c'était le temps que tout le monde soit obligé, d'avoir une police d'assurance minimum couvrant 50 000 pour les dommages à autrui. Vous avez peut-être vu, ces jours derniers, l'Ontario a commencé une session, puis eux autres aussi, là, ils rendent l'assurance pour dommages à autrui obligatoire. Ça n'a pas de sens que ce ne soit pas obligatoire, parce que ça peut arriver tout le temps. Alors, ce 50 000 s'il ne couvre pas le minimum, il est étiré. C'est nouveau, ça. Il est étiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les compagnies qui donnent le 50 000 de couverture minimum, là, que vous êtes obligé de prendre maintenant si vous voulez rouler sur les routes, quand vous êtes à l'étranger, à l'extérieur, supposons à Terre-Neuve, je pense que les polices d'assurance disent que le minimum, quand il y a une police d'assurance pour dommages à autrui, c'est 75 000. Alors, votre police de 50 000 couvre ce minimum jusqu'à 75 000 dans Terre-Neuve, puis couvrira les autres minimums ailleurs, selon les cas. Bon. Maintenant, partant de là, vous avez également le droit de prendre un facultatif, comme ça a toujours été, de prendre une assurance supplémentaire pour couvrir davantage, si vous pensez qu'il peut vous arriver des choses beaucoup plus graves. Alors, ça, c'est facultatif, puis de la même façon que pour votre voiture, vous allez à votre compagnie, et puis vous lui dites, est-ce que je pourrais en avoir plus que le 50 000? Mais de toute façon, votre 50 000 obligatoire, il couvre les minimums ailleurs. J'aimerais savoir si M. Lévesque, pour voir s'il est intéressé à construire la couverture au stade à Montréal. Voilà, parce que me semble que ça sera plus le temps de faire ça que d'attendre plus tard, puis ça coûte encore le double du prix. Le double du prix. Prions le bon Dieu que ça arrive jamais. Mais de toute façon, pour répondre directement à votre question, il y a 3 semaines, à peu près, le 10 février, on a annoncé que très, très, très probablement, il va falloir non seulement compléter le stade, bien sûr, mais qui a déjà coûté entre 900 millions et 1 milliard, le stade seul, mais aussi qu'il va falloir le faire sans doute selon la conception, la façon dont il a été inventé au début. Bon.
Mais ça coûterait 70 millions, rien que pour ça. 70 millions. Et avec le genre d'urgence économique dans laquelle on est obligé de vivre encore cette année, et aussi avec le fait que ce genre de travaux-là, ça ne crée pas beaucoup d'emplois, on a décidé de reporter ce parachèvement-là au moins d'1 an, peut-être 2 ans. Ça n'évitera pas l'obligation de le finir, puis entre-temps de faire même des travaux pour empêcher qu'il y ait des détériorations. Il va falloir faire ça cette année. Puis pour compléter des choses qui avaient été laissées à moitié finies là, au moment des Olympiques, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été fini en panique, ça. C'était pas fini. On a camouflé ce qui n'était pas fini, puis on a fait les Olympiques. Seulement, après 1 an, 2 ans, va falloir, je crois, enfin, vous me direz votre façon de penser si vous voulez, va falloir le terminer, le stade. D'abord parce qu'il a été construit pour être fini, pour avoir un toit par-dessus. Ce qui veut dire qu'il pourrait se détériorer beaucoup plus vite si finalement il n'était pas recouvert. Et deuxièmement, parce que le toit mobile, vous savez, il y a le mât puis le toit mobile. Le toit mobile, qui est une espèce de toile très spéciale, là, on l'a déjà payé. Ça coûte les yeux de la tête pour l'entreposer actuellement à l'étranger. Puis il a coûté 12 millions. C'est payé, ça. Alors, à moins de le jeter à la poubelle, il y a 12 millions là qui est investi. Et puis à part ça, puisqu'il a été construit pour être couvert, c'est évident que s'il peut servir 12 mois par année au lieu de 5-6 comme c'est le cas actuellement, le minimum de rentabilité qu'il pourrait avoir, il serait assuré 12 mois par année. Et évidemment, au point de vue touristique, ce ne serait pas mauvais d'avoir, si vous voulez, maintenant que je m'excuse de le dire, mais maintenant que la folie olympique a été faite, qu'on l'a payée, au point de vue touristique, ce serait intéressant pour les gens qui viennent d'ailleurs de voir à quel point là, le monument est impressionnant une fois terminé. Et puis finalement, je pense que le bon sens le dit. Quand tu as déjà dépensé 950 millions ou à peu près, c'est aussi bien de finir ton investissement puis pas prendre de chance qu'il se détériore. Puis je pourrais encore en dire beaucoup là-dessus sur le financement, tout ça, mais j'ai pas le temps, ça en parlera peut-être une autre fois. Alors, à la prochaine. J'aimerais savoir, dans le secteur public, si vous allez faire comme les gouvernements précédents, attendre à la dernière minute pour régler les négociations, ou bien si déjà vous avez commencé à y penser. Pour ce qui est d'y penser, Mme Gagnon, je dois vous dire que ça fait longtemps que c'est commencé, parce que vous vous souviendrez peut-être que toute cette question des négociations secteur public, parapublic, ça a été au cœur de toute la campagne électorale de 1976. Puis à ce moment-là, nous, on disait déjà, là, en novembre 1976, puis les semaines qui ont précédé, on disait déjà qu'il fallait tâcher par tous les moyens. Il n'y a pas de recette magique, mais par tous les moyens humainement possibles de revenir, ou peut-être, hélas, plutôt d'arriver, enfin, à quelque chose qui mérite de s'appeler des négociations de bonne foi, c'est-à-dire des négociations qu'on fait sans cachette, là, avec toutes les cartes sur la table. Et ça implique une chose de la part du gouvernement ou de l'État employeur, comme on l'appelle couramment, c'est qu'il résiste à la tentation de se faire du capital politique avec les négociations et surtout avec les différends qui arrivent le long du chemin, là, presque inévitablement. Alors, depuis 1 an et demi à peu près qu'on est là, on a fait de notre mieux pour essayer de nous habituer à ça, si vous voulez. Par exemple, tout de suite, au début de 1977, on a préparé, pour la première fois, ça n'était jamais fait au Québec, une conférence qui s'est tenue à la Malbaie,
où les trois grands pouvoirs, là, on appelle ça les agents dans la société, là, dans le jargon d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'État lui-même, le gouvernement, puis les employeurs et puis les syndicats, ont été invités à venir discuter autour de la même table. Et c'est arrivé dans plusieurs autres secteurs. Ça, c'était pour l'ensemble de la situation du Québec à la Malbaie. Et puis pendant l'année 77, il y a eu d'autres conférences sur des sujets comme le textile, comme le meuble, des domaines où il y a beaucoup de difficultés et où, là encore, on a demandé aux syndicats, ils ont accepté, aux employeurs et nous-mêmes, de tout le monde se mettre ensemble pour en parler. Alors ça, c'est une chose. Puis il y a une autre chose aussi, c'est que pour la première fois depuis plusieurs années, le nombre de jours de grève, là, touchant du bois, là, les pertes de journées de travail ont été coupées beaucoup pendant l'année 77 par rapport aux autres années. Et pour la première fois depuis plusieurs années, des conflits qui auraient pu être pas mal douloureux, en général qui l'étaient dans le passé, ont pu se régler sans qu'il y ait de loi spéciale, sans qu'il y ait de matraquage devant les tribunaux, là, rien de tout ça. Il y en a eu une, celle des cols bleus, à la commission de transport de la communauté urbaine de Montréal. Il y en a eu une autre qui a été faite de tensions très graves dans la police de Montréal. Il y a eu une grève de la Sûreté du Québec. Et on a réussi à passer à travers sans qu'il y ait ces drames-là, traditionnels. Et puis aussi, on s'est attaqué, depuis 1 an et demi, à une tâche qui était absolument essentielle, c'est-à-dire le cadre dans lequel on doit négocier dans le secteur public, parapublic, parce que c'était plein de lacunes. Surtout, il y a un fouillis invraisemblable qui s'est développé autour de la question des services essentiels. Et ça peut être très douloureux, surtout dans les hôpitaux. Hein. Quand il y a une grève, les services essentiels, c'est ce qui doit continuer à fonctionner quand même, parce qu'il y a des malades, il y a des gens qui ont besoin de soins, de traitements. Alors, pour essayer d'examiner tout ce domaine-là et nous faire des recommandations, il y a eu une commission qu'on appelle aujourd'hui la commission Martin-Bouchard. M. Martin, M. Bouchard, qui ont travaillé, qui nous ont remis un rapport le 16 février 78, là, il y a une couple de mois. On étudie ça actuellement. C'est rempli de recommandations qui vont devoir être discutées. Là, il y a un comité qui travaille là-dessus. Et on espère arriver avec soit des lois, soit en tout cas des réglementations nouvelles qui permettront de faire un meilleur travail quand va venir le moment de négocier. De toute façon, il s'en vient vite. Et on n'a pas pu attendre que tout ça soit prêt avant de commencer, parce qu'il y a 2 grosses échéances. Il y en a une qui vient en juin de cette année, 78. Et ça, c'est l'expiration du contrat dans la fonction publique, c'est-à-dire le grand syndicat des fonctionnaires du gouvernement qui a 40 000 membres et dont le contrat, donc, expire cette année, là, dans quelques mois. C'est déjà commencé. Je dois vous dire que des fonctionnaires, le syndicat a fait ses demandes au mois de février. Il y a déjà eu une première rencontre au mois de mars, il y a quelques semaines, et puis ça va s'enchaîner. Et puis, évidemment, il y a la grosse échéance qui va venir l'an prochain, en juin 79. Et ça, c'est ce qu'on appelait le Front commun, là, de 75, qui arrive à échéance. Le Front commun, c'est-à-dire l'immense multitude des employés d'hôpitaux dans l'ensemble, des enseignants dans l'ensemble, et puis les professionnels du gouvernement. Alors ça va être les gros tests, là, les grosses étapes à franchir. On s'est préparé le mieux possible. J'espère qu'on peut compter des 2 côtés qu'il va y avoir de la bonne foi. Ça serait quelque chose d'extraordinaire. Ce serait à l'honneur des partis impliqués, des interlocuteurs, là, aussi bien le gouvernement que les syndicats. Et puis pour tous les Québécois aussi, ce serait à l'honneur de toute la population si on pouvait réussir, pour une fois, à passer à travers ça, là, sans qu'il y ait de tiraillement à pu finir, là, puis de déchirement comme on en a déjà vu dans le passé. Nous, au gouvernement, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va y aller avec le plus grand respect pour nos interlocuteurs syndicaux. On ne cachera rien. Il n'y aura pas de trucs déguisés là, dans les poches de veste ou ailleurs là, comme des réserves. Là, on va le dire devant, je crois qu'on doit le dire, devant les syndicats eux-mêmes, les employés, et devant les citoyens aussi. L'ensemble des citoyens qui payent pour le secteur public. La grosse partie de l'addition qui a le droit de savoir ce qui se passe. Et on va essayer de s'en tenir à des principes fondamentaux comme la justice distributive. Il y a encore du rattrapage pour certains groupes. Alors, il faut accepter qu'il y ait du rattrapage. Il y en a d'autres pour qui on ne peut plus admettre l'escalade des dernières négociations parce que il y a pas mal une grosse partie du secteur public ou parapublic qui est devenue comme une locomotive dans la société. Il ne faut pas qu'il soit trop loin en avant du convoi parce que le convoi, c'est tous les autres contribuables. Et ça veut dire qu'il y a un devoir de raisonnabilité dans tout ça. Évidemment, on n'y arrivera pas parfaitement, mais en tout cas, on va espérer que cette fois-ci, ça va se passer mieux que les autres fois. Est-ce qu'actuellement, vous vous sentiriez responsable du climat d'incertitude qui existe actuellement au Québec? Bien, la réponse claire et nette, M. Laflamme, c'est non, tout simplement. Voyez-vous,
il y a deux formes d'incertitude dont on peut parler. Il y en a une, c'est l'incertitude politique. Ça, tout le monde s'en rend compte, ça saute aux yeux. Mais cette incertitude-là, c'est pas nous qui l'avons créée, donc on n'en est pas responsable. Parce qu'il faut vous dire que ça fait une quarantaine d'années que le Québec, en grande partie à cause de son évolution, a créé de l'incertitude dans la structure politique canadienne. Tu sais, depuis quelque temps, on a vu des émissions autour du temps de M. Duplessis. Ben, M. Duplessis, il y a une quarantaine d'années, il parlait déjà d'un Québec qui avait besoin qu'on lui rende son butin. C'est comme ça qu'il disait ça. Ça voulait dire, rendez-nous nos impôts, nos taxes. Bon. Dans le temps de M. Lesage, j'ai connu son gouvernement. Dans les années 60, on disait « maître chez nous ». M. Johnson, qui est venu après M. Lesage, il disait « je vais avoir les impôts directs, là, 100%, 100%, 100%. » Ça s'appelait la formule 100-100-100. Et puis pendant ce temps-là, il y a eu des problèmes de linguistique, par exemple, il y a 10-15 ans, autour de Saint-Léonard. Et puis on a étudié aussi avec la commission Bébé, Laurando-Dunton, les problèmes entre les deux peuples au Canada. Donc ça fait très longtemps que cette incertitude politique est là. Et moi, je dirais que nous, pour la première fois, comme gouvernement, on s'est engagé, peut-être pour de bon, en tout cas, à essayer de mettre un terme à l'incertitude et de façon démocratique, puisque tout le monde va avoir le droit non plus de se poser la question fatiguée là, en anglais, « What does Quebec want?», mais tout le monde va avoir le droit de dire oui ou non sur un avenir politique pour le Québec. Bon, c'est la première fois, d'ailleurs, qu'on va être consulté là-dessus. Alors, il y a nos adversaires qui, à cause de cette incertitude politique qui est bien obligée de durer encore un bout de temps, qui disent souvent, avec des manchettes, des rumeurs, etc., que l'incertitude est tragique, là, puis c'est essayer de faire peur au monde, évidemment, de paniquer les gens. C'est tragique au point de vue économique. Bon. Ben, si c'était vrai, il y a deux questions bien simples qu'on peut se poser. Si c'était vrai qu'il y a tant d'incertitudes que ça, au point de vue économique, les investisseurs, ceux qui ont de l'argent à placer, ils n'investiraient pas. Et puis, deuxièmement, les prêteurs, ceux qui ont de l'argent à prêter, puis quand on veut emprunter, nous autres, ben, ils ne prêteraient pas. Alors, qu'est-ce qui arrive en réalité depuis une couple d'années, depuis 1 an et demi? Du côté des investissements privés, pas les investissements du gouvernement, mais ceux qui viennent des groupes privés. En 1966, « 173 millions, c'est-à-dire tout le paquet de zéro, là. Bon. Ça, c'est des investissements privés au Québec. En 76, ça, c'est le chiffre officiel. En 77, on a le chiffre officiel maintenant. L'année est finie depuis quelques mois. Et ça donne 6 milliards 189 millions. Donc, il y a eu une augmentation. Du côté, pendant l'année 77, les chiffres étant maintenant compilés, du côté des investissements privés au Québec. Et puis, maintenant, les prévisions pour 78, ça, c'est pas sûr, évidemment, on est à peine dans 78, c'est 6 milliards 131 millions. Maintenant, si vous regardez d'un côté dont on parle beaucoup, c'est normal parce que c'est très important, du côté des investissements manufacturiers, c'est-à-dire ceux qui se font dans l'industrie pour fabriquer des produits, etc., bon, pour tout le Canada depuis 2 ans, la croissance des investissements manufacturiers pour tout le Canada, la croissance a été d'un peu plus que 5%. Pour l'Ontario, pour toutes sortes de raisons, ça a baissé autour de 2%. Et croyez-le ou non, mais ça, c'est officiel aussi dans le Québec, depuis une couple d'années, ça a augmenté. Ça, c'est des taux de croissance. Investissement manufacturier, ça a augmenté de 10,9%. OK? Alors, ça, c'est l'essentiel. Parce que n'importe qui peut picocher, faire des rumeurs, dire il y a du monde qui met de l'argent en Floride, comme si c'était nouveau entre nous. Bon. Mais il reste que les résultats réels, là, des investissements privés, parce que si c'était public, ça va beaucoup plus loin. Mais privé, c'était 176, grosse année, olympiques, etc. En 77, c'était plus, quoi qu'on puisse penser, ou quoi qu'on essaye de faire penser aux gens. Et en 78, ça promet d'être à peu près égal. Pour ce qui est du taux de croissance manufacturier, au Canada, ça a à peine dépassé, en fait, disons que c'est autour de 5,8% de taux de croissance. En Ontario, à peine 2%. Et puis, dans le Québec, un taux de croissance de 10,9%. Puis pour ce qui est des emprunts, tu sais, des gens qui ont de l'argent à prêter dans les milieux financiers, quand les gouvernements ou des grosses patentes comme l'Hydro-Québec vont emprunter, bien, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'année 77 avec le gouvernement actuel? Bien, ce qu'ils ont fait, c'est que on a réduit les emprunts parce qu'on veut arrêter le rythme d'endettement du Québec. On a fait de l'austérité l'an dernier, mais on a quand même emprunté autour de 900 millions pour le gouvernement. Et ce 900 millions-là, il a été souscrit bien avant que l'année soit finie. Et puis l'Hydro, elle, non seulement a rempli tous ses besoins d'emprunt pour les travaux de la baie James, mais elle a réussi un emprunt international de 1,25 milliard d'un seul coup. 1,250 milliards,
qui était le deuxième plus gros emprunt de tous les pays occidentaux. Alors, il y a peut-être de l'incertitude politique, mais il semble qu'à cause de sa stabilité, à cause aussi d'une administration qui est quand même responsable, que l'incertitude économique, là, sauf évidemment des mauvais coins, comme il y en a partout ces années-ci, ben, ça c'est le genre de refrain là, qu'on essaye pour faire peur au monde, mais qui n'est pas du tout confirmé par la réalité. Si la population du Québec se prononce majoritairement pour la souveraineté association, mais que le reste du Canada anglais refuse de s'associer, qu'est-ce que vous faites? Celle-là, vous savez, on va se la poser pas mal souvent, puis on va nous amener à essayer de nous la poser entre nous, là, de façon la plus pessimiste possible, parce qu'évidemment, c'est une manière comme une autre aussi de d'ébranler les nerfs des gens. Essayons de réduire ça à la plus grande simplicité. Là. Supposons que vous avez, disons, 3 personnes sur une île déserte. Ils sont poignés ensemble, là, à 3. Supposons qu'il y en a un qui fait de la chasse puis de la pêche. Puis il y en a un autre qui s'occupe des fruits, il fait pousser des fruits, puis il ramasse des fruits, il fait pousser des légumes, disons. Bon. Et puis, il y en a un troisième qui s'occupe de la cabane, lui, puis de l'entretien, là, puis des paillasses, puis tout ça. Bon, il y a chacun une division de l'emploi, là. S'ils ne travaillent pas ensemble, s'ils n'échangent pas leur production, ben les 3, ils vont crever, éventuellement. C'est de l'interdépendance. Évidemment, le Canada, c'est pas une île déserte, mais d'un autre côté, c'est un circuit avec des barrières autour, qui sont pas tellement hautes, mais qui sont là quand même pour protéger ce circuit-là, les barrières douanières pour que les importations, malheureusement, des fois, il en rentre trop, mais enfin, rentrent pas trop pour briser nos productions à nous. Alors, dans ce circuit, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous, mademoiselle Lauzon, comme tant d'autres, là, vous avez sûrement remarqué à quel point on se débat comme des diables dans l'eau bénite parmi ceux qui sont nos adversaires pour garder les Québécois dans le circuit canadien. Si on se débat tellement pour nous garder là, c'est que notre présence doit être avantageuse. Puis il est évident qu'elle est avantageuse. Et vous, à l'intérieur du circuit, les maritimes, entre autres l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick en particulier, nous vendent des pommes de terre, Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, du poisson. Bon. Ils en vendent en Ontario puis ailleurs, mais il faut que ça passe par le Québec, puis il en reste beaucoup dans le Québec, puis on achète. Et puis en Ontario, ben, vous avez toute une industrie secondaire qui est concentrée, l'automobile, les télévisions, etc., qui vendent dans ce circuit canadien, puis ils en vendent une bonne partie dans le Québec. Il y a même un économiste, M. Rothstein, récemment, qui est de Toronto, qui n'est pas de nos partisans, qui a calculé qu'en Ontario, il y a 105 000 emplois qui dépendent directement des ventes du Québec. Si on se coupait les ventes du Québec, il y aurait 105 000 jobs qui disparaîtraient. À Terre-Neuve, ils ont des ressources hydroélectriques, comme au chute de Churchill, tout ça, mais s'ils ne vendent pas par le Québec et au Québec, ils ne pourront jamais les développer. Alors, tout ça joue dans ce circuit de telle façon que si les Québécois se décident pour la souveraineté, ce qui veut dire pour garder chez nous les impôts qu'on paye, pour garder l'essentiel des pouvoirs politiques dont une société a besoin pour se développer, est-ce qu'ils vont arrêter d'acheter nos produits? Puis s'ils achètent, ben, est-ce qu'ils vont refuser de toute façon de nous vendre? Ça ne tient pas debout. Et d'ailleurs, la tendance dans le monde, c'est de ce côté-là. Tu sais, il y a des pays en Europe, comme la France puis l'Allemagne, qui se détestaient et ne pouvaient pas se voir. Il y avait eu des guerres mondiales, des fleuves de sang. Et pourtant, on a fait un marché commun entre ces pays-là. C'est-à-dire qu'on a fait une forme d'association. Même la vieille Angleterre est rentrée dans le marché commun, puis 6 autres pays, là, à part ces 3-là, ils sont 9 pays, puis ailleurs dans le monde, ça se développe. C'est la tendance dans le monde entier. Alors, le jour où le Québec prendrait sa souveraineté, puis en même temps offrirait, là, pourvu que ce soit mutuellement avantageux, de négocier sur des marchés dont tout le monde a besoin, je ne vois pas qui pourrait refuser à ce moment-là. Ça ne se fait pas. C'est quelque chose dont on dit là, que c'est dans la nature des choses, la nature de la géographie, la nature des voisinages, etc. Seulement, c'est évident qu'on va essayer de toujours nous dire non, ou le plus possible, jusqu'au moment où on va se décider pour nous rendre le plus nerveux possible et nous empêcher de décider dans le bon sens. Ça. J'aimerais de vous demander, M. Lévesque, pour voir si d'un avenir assez rapproché, que vous alliez vous occuper des cultivateurs. Comme ceux-là, ce n'est pas toujours très, très intéressant. Oui, ça, je sais bien, M. Labonté, qu'il y a beaucoup de problèmes en agriculture. Puis il y a tellement de compartiments séparés, de productions différentes en agriculture qu'il n'y a pas de recette magique, évidemment, parce que c'est très complexe. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de recette magique nulle part en économie, puis que l'agriculture, c'est de l'économie. Maintenant, de là à dire qu'on n'y a pas pensé, quand même, vous en avez perdu des bouts. Une des choses
que tous les agriculteurs soulignent toujours chaque année, c'est l'état du budget de l'agriculture par rapport aux autres. Est-ce qu'il diminue, est-ce qu'il augmente? Bon. En 76-77, l'année avant qu'on soit là, le budget qui nous a précédé, le budget était assez exactement de 200 millions, 205 millions, si j'ai bonne mémoire. Et cette année, l'année courante, eh bien, il est à 255, ce qui veut dire qu'il a augmenté de quand même 50 millions. Maintenant, là-dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Bien, il y avait, par exemple, ceci, dans le drainage des terres. Vous savez, le drainage des terres, on est bien en retard là-dessus dans le Québec par rapport à l'Ontario puis à d'autres. Et si nos terres ne sont pas bien drainées, bien évidemment, la production ne peut pas augmenter au maximum. Alors, dans le drainage des terres, en 2 ans, on a multiplié, on va avoir multiplié, là, à la fin de 2 ans, par 2, le total des terres drainées dans le Québec. Je vais vous dire une chose qui peut vous intéresser. L'Union nationale, qui a été le gouvernement du Québec pendant 23 ans. Et je pense que vous, M. Labonté, comme beaucoup d'autres qui s'intéressent à l'agriculture, vous allez admettre que l'Union nationale était considérée quand même comme un gouvernement ou un parti qui s'occupait beaucoup des territoires agricoles, des agriculteurs. Ben, en 2 ans, le gouvernement actuel aura doublé le total des terres drainées dans le Québec. Et entre nous, il faut encore accélérer parce qu'on en a encore besoin de drainage. Maintenant, un vieux classique là, pour les agriculteurs, c'est les heures de boule, comme on dit, c'est-à-dire les travaux mécaniques. Ben, les heures de boule, jusqu'à l'an dernier, le maximum qu'il pouvait y avoir sur une ferme, c'était 40 heures. 40 heures, maintenant, pour une ferme moyenne, disons 100 acres, eh bien, ça peut atteindre 75 heures. Alors, là encore, là, cet ensemble d'amélioration des terres, on a essayé de donner une impulsion maximum depuis une couple d'années. Maintenant, il y a d'autres choses qui se sont faites que vous avez peut-être remarqué, en tout cas beaucoup ont remarqué du côté de la classe agricole. Par exemple, du côté des naisseurs, c'est-à-dire des producteurs de porc. Et puis, je pense que ceux qui sont dans le milieu savent quelle importance ça peut avoir. C'est la 2e plus grosse production du Québec. C'est 250 millions par année. Et puis, il y a au moins 7000 producteurs qui sont impliqués dans le porc. Alors, ça fait des années que l'UPA, l'Union professionnelle des agriculteurs, demandait qu'il y ait un plan conjoint là, pour rationaliser, organiser la production du porc. Il l'avait demandé depuis des années, ça ne se faisait pas. Bien, l'an dernier, en 1977, sur cette production de 250 millions par année, le plan conjoint a été installé. Puis je pourrais multiplier les exemples. Par exemple, Sokia, la Société d'initiative agroalimentaire, a été créée en 1975 au Québec. Mais en 1976, au moment où l'élection a eu lieu, elle avait été créée par une loi, mais elle ne fonctionnait pas, il n'y avait rien qui se faisait. Alors Sokia, on l'a mis en marche. Et actuellement, par exemple, Sokia nous permet de garder au Québec le contrôle de Culinard. Si ça ne vous dit rien, c'est un ensemble qui comprend les biscuits Vachon, par exemple, une des grosses industries alimentaires du Québec, de façon à ce qu'on garde le contrôle dans le Québec et qu'on puisse développer. Il y a très bientôt une fromagerie nouvelle qui va ouvrir à Saint-Hyacinthe, grâce aussi à Sokia, qui a pris des participations. Vous allez avoir une meunerie nouvelle, puis ça c'est bien important, du côté des grains de Provence, on sait à quel point c'est important pour les agriculteurs. Une meunerie nouvelle, grâce à Sokia aussi, qui va s'ouvrir. Et puis, dans l'année qui vient, une des choses essentielles, il va y avoir des améliorations, là, bientôt, des lois du crédit agricole, des lois d'établissement des jeunes agriculteurs. Il va y avoir des nouveaux programmes de stabilisation. Il y en a déjà qui sont en marche, de stabilisation de revenus, parce qu'on sait que l'agriculteur, il est aux prises avec le mauvais temps, il est aux prises avec l'incertitude du climat. Donc, il faut qu'il y ait des plans de stabilisation de ces revenus. Il y en a déjà 2 en marche, il va y en avoir un autre qui va commencer bientôt. Et surtout, cette année, après combien d'années, depuis le temps qu'on en parle, cette année, là, avant la fin de l'année, il va y avoir les lois et les règlements nécessaires pour la protection des terres agricoles, qu'on protège nos bonnes terres pendant qu'il en reste encore, là, au lieu de les laisser manger indéfiniment par les spéculateurs, par les développements domiciliaires, surtout autour des grandes villes. Alors, je trouve que pour 1 an et demi, ben, c'est déjà pas si mal, enfin. Mais comme je disais au début, il n'y a pas de recette magique. Il faut piocher sans arrêt pour améliorer les conditions. Aimez-vous ça, être premier ministre? Ben, écoutez, vous vous attendez pas à ce que je vous raconte tous mes états d'âme, là, j'espère, mais je dirais ceci, au fond, comme dans toutes les occupations, là, ça dépend des jours ou des semaines. Il y a des hauts, puis il y a des bas. Et pour moi, mais chacun son tempérament, pour moi, je dois avoir une sorte de tempérament d'Américain, dans un certain sens, c'est que j'aime ça quand on fait avancer des projets utiles, autant que possible, des fois même des projets nécessaires.
et que ça se réalise. Il faut pousser, il faut discuter, mais à un moment donné, il faut se décider. Puis il y a beaucoup de choses comme ça qui, chaque fois qu'on peut réussir à briser les entraves, les obstacles, puis à dire, bon, ça fait des années, mais celle-là, au moins, est réglée, on va passer à autre chose. L'assurance automobile, je sais qu'il y a beaucoup de confusion, tout ça, mais guettez bien d'ici quelques mois. Si on ne verra pas que depuis des années qu'on disait, ça n'a pas de sens, le système, là. Les gens sont devant les tribunaux pendant des années, puis ils ne sont jamais compensés. Et vous allez voir si ça n'a pas réglé quelque chose. La même chose du côté, si vous voulez, de la protection des terres agricoles. On en parlait tout à l'heure. Après des années de pouvoir réussir à sauver ce qui nous reste de terres agricoles, le nouveau régime politique que le référendum va décider, depuis le temps que ça aussi, ça traînait dans l'incertitude. Alors, voyez-vous, ça, c'est des choses que le pouvoir permet de réaliser en poussant, comme je disais. Et quand on les réalise, il me semble que c'est à ça que l'action politique doit conduire, puis que c'est pour ça que les partis se battent pour aller au pouvoir. Alors, à ce moment-là, moi, j'aime ça. Maintenant, il y a aussi une chose qu'on a réalisée, puis je vais changer de sujet, si vous permettez. Une chose qu'on a réalisée qui était bien nécessaire, c'était de briser les caisses électorales. Voyez-vous, là, je vais me permettre, en terminant, là, de changer de chapeau, là. Je ne parle pas au nom du gouvernement, mais je parle comme président du Parti québécois, puis je m'adresse d'abord et avant tout à tous les membres du parti, à tous les sympathisants. Ce mois-ci, là, pendant tout le mois d'avril, c'est déjà bien commencé. Ça fait 10 ans, et c'est la 10e fois là, qu'on fait notre campagne de financement du Parti québécois. La campagne de financement, au pouvoir comme dans l'opposition, parce qu'il faut on s'est battu contre le régime traditionnel des caisses cachées. On a réussi à passer une loi qui s'appelle la loi numéro 2, là, l'an dernier, qui est maintenant en vigueur, et cette loi-là dit que désormais, il y a seulement les citoyens qui ont le droit de faire vivre leur parti. L'État contribue un peu à la vie des partis, mais l'essentiel, ça doit venir des citoyens, avec des plafonds de façon à ce qu'il ne soit pas les millionnaires qui puissent acheter les partis. Alors, c'est d'autant plus important que cette année, on réussisse notre campagne de financement. Je pense que, comme je disais, on est bien parti, mais quand même, c'est un gros travail. Ça veut dire un objectif de 1 300 000, c'est-à-dire à peu près 10 % de plus que l'année dernière, parce que, vous savez, les partis politiques, ça achète des paperasses, ça s'abonne à des revues, ça paye des loyers, puis l'inflation, ça joue là comme ailleurs. Alors, on cherche 1 300 000, et il y a 180 000 membres du Parti québécois sur nos listes. Alors, ça veut dire une moyenne, évidemment, une moyenne, ça ne marche pas dans la rue, mais enfin, une moyenne, là, si on joint tout le monde, de 7 $ par personne pour atteindre notre objectif. C'est peut-être plus important cette année que n'importe quand, parce que, vous savez, on n'aura pas bien des occasions, d'ici au référendum, d'aller voir tous les membres du parti, tous sans exception, de les rencontrer de nouveau politiquement, de leur passer du matériel, en même temps de leur demander de faire vivre le parti. Et tout ça, là, d'ici à la fin d'avril, puis ceux qui vont solliciter, à commencer par les députés, les dirigeants du parti, ils sollicitent à une condition, c'est qu'ils aient commencé eux-mêmes par faire leur part. Il n'y a personne qui a le droit d'aller demander aux autres ce qu'il n'est pas capable de faire lui-même. Bon. Alors ça, il faut qu'on, comme jamais, on le réussisse, parce que ça va nous permettre d'évaluer nos forces. On peut dire que c'est le début de la campagne pré-référendaire. Alors, j'insiste encore une fois. Grâce à la loi 2, tous les partis, tiens, j'y pense, si vous permettez, je vais retourner au tableau une seconde. Grâce à la loi 2, tous les partis maintenant, pas seulement le Parti québécois, tous les partis, évidemment, ont le droit, pour ceux qui contribuent, de déduire de leur impôt, puis c'est déjà bon pour les contributions de l'année passée. La formule d'impôt que vous avez remplie, ou que vous remplirez d'ici au 30 avril, dit ceci, à un moment donné, là, la première partie, établir votre impôt, calculer votre impôt, là, celui que vous devez, et puis tout de suite après, diminuer, c'est-à-dire moins, là, soustrayez la contribution politique autorisée, pourvu que vous ayez des reçus. La contribution que vous pouvez soustraire là, de votre impôt, cette année déjà, puis évidemment pour 78 aussi, c'est 50% du premier 100 $. Donc, vous avez le droit à un crédit d'impôt pour le premier 100 $, si vous vous rendez là, de 50 $. Et puis, si vous allez jusqu'à 200, 25% du deuxième 100. L'exemple qu'on donne dans le guide là, qui va à tous les contribuables, là, il y a un petit guide à la page 26-27, vous allez trouver ça, c'est 160, un gars qui donnerait 160. Alors, il a droit à 50 $ de crédit d'impôt sur son premier 100, et puis, il a droit sur son 60, s'il donne 160, à 25%, donc 15 de plus. Donc, il a droit à un crédit d'impôt de 65. Puis, je prends une contribution modeste, comme celle qu'on reçoit d'ordinaire dans le parti, supposons 24 $, 12 chèques de 2 $ par mois, eh bien, ça veut dire que le crédit d'impôt serait 12 $. Alors, encore une fois, je répète, si tous les membres du parti peuvent être visités, il y a des milliers de solliciteurs, il y en a plus que jamais cette année, de façon à ce que tous
aient une chance d'alimenter leur parti, que les autres partis fassent pareil. Mais quant à nous, là, si vous voulez nous rejoindre puis que vous ne trouvez pas vos solliciteurs, le parti, c'est casier postal 540, station Youville, Montréal. Casier postal 540, station Youville, Montréal. Alors, faites vivre le parti. Profitez-en là, pendant le mois d'avril pour vous regrouper, renouer les liens avec le parti. Ça nous permettra peut-être de revenir à l'automne pour une autre série d'émissions. Je m'excuse auprès de ceux qui ont posé des questions qu'on n'a pas eu le temps auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Je remercie beaucoup ceux qui nous ont aidés à faire ces émissions. Et puis, de toute façon aussi, ceux qui en ont enduré des petits bouts par-ci par-là, j'espère que ça leur a été utile. Alors peut-être à la prochaine fois.